Et les créanciers seraient rémunérés en fin de compte par une participation dans cette société qui pourrait éventuellement revendre via des sortes de plateformes de crowdfunding adaptées à la situation. Donc ça permettrait de conserver les activités. Ça nous aurait permis, il y a une dizaine d'années, de conserver la Sabena, par exemple. Et d'avoir encore une compagnie aérienne digne de ce nom, au lieu de l'embryon qu'on a actuellement. Et qui est une compagnie, quand on voit, qui est malheureusement un peu de second rang par rapport aux autres. Donc, je parle enfin, dans les théories que j'essaie un peu d'aborder, de voir comment les finances et l'économie de l'État, etc., notamment donc le multiplicateur keynésien, oui, donc, que tu dois connaître mieux que moi. C'est-à-dire que quand on fait en fait une dépense, on a en fait des effets retour d'une dépense. Parce que beaucoup de gens vont se dire, tiens, le budget, il y a 1 milliard de trous, donc réduisons les dépenses d'1 milliard. Augmentons les impôts d'1 milliard, on va solutionner le problème. On ne va rien solutionner du tout. Je vais prendre le cas des dépenses parce que c'est plus facile à expliquer. Supposons qu'on réduise les dépenses de soins de santé d'1 milliard. Eh bien, on ne va pas améliorer d'1 milliard, on va peut-être améliorer de 100 millions le budget. Peut-être même pas. Pourquoi? Parce que ce milliard, où va-t-il? Il va pour rémunérer des médecins, pour rémunérer des infrastructures. Infrastructures et médecins, le gros de la rémunération, 50-60% de la rémunération du médecin, elle passe en impôts. Donc, il y a déjà un effet retour. Donc, il y a déjà 5 à 600 millions qui reviennent rien que par les impôts et les cotisations sociales sur le médecin. Deuxièmement, avec ce qui lui reste, le médecin va acheter des biens, va payer de la TVA, va payer d'autres. Donc, on va encore avoir un effet retour. Donc, ce qui veut dire que cette diminution de dépenses n'aura aucun effet, ou quasiment aucun effet sur le budget dans ce cadre-là. Et ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut libérer les choses. Il faut générer de l'expansion, il faut générer une certaine expansion et qui se multiplie. Quand il y a une dépense, ça se multiplie en tenant compte du fait que, et ça c'est caractéristique à la Belgique, que la Belgique est un système ouvert qui importe 80% de sa consommation et qui exporte 80% de sa production, plus ou moins. Et donc, il y a un effet vers l'extérieur et vers nos partenaires extérieurs, principalement les partenaires européens dans ce cadre-là. Donc, on doit en tenir compte. Et c'est là que, en fait, la suppression des cotisations sociales sur les employés et sur les indépendants, donc la fin des cotisations sociales, outre le fait que ça simplifie la gestion, et le report, par exemple, sur des taxes sur la pollution, par exemple, sur l'effet polluant de carburant ou d'autres choses, sur de la TVA ou autre, eh bien, elle va porter sur l'entièreté de la consommation. Donc, ça va être beaucoup plus faible. Et ça va aussi porter sur ce qui est délocalisé, ce qui est produit à l'extérieur. Alors que maintenant, notre système fait supporter l'entièreté de la charge sur la production nationale. Donc on a comme si on avait une TVA à taux de plus de 40% qui porte uniquement sur la production nationale. Et ici, moi je propose de faire un taux plus bas, mais sur toute la production. Parce qu'ici, on a une prime à la délocalisation qui est horrible. Et ça permet de relancer l'économie. Mais tu parles, donc, quand on entend les politiciens, enfin, dont tu fais partie maintenant, quand ils nous disent l'État n'a plus de budget, enfin, on n'a plus de budget pour ça, on n'a plus ceci. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Finalement, nous, les indépendants, on paye toujours. On paye toujours. Oui, tous les citoyens payent. Oui, mais les citoyens aussi, évidemment. Je dois dire que je suis en porte-à-faux avec le monde politique. Je suis assez en porte-à-faux, et on est tout de même un certain nombre à être en porte-à-faux, avec une vision qui est traditionnelle de la politique, qui est encore malheureusement dominante, qui est encore totalement dominante, et qui veille à maintenir le système en l'état, parce qu'eux profitent. Quand on est privilégié, on essaie toujours de maintenir le système qui nous privilégie en état. On l'a vu avec les nobles dans l'Ancien Régime en France. Ils ont essayé de maintenir autant que possible leur système. On le voit partout. Eh bien, on a la même chose avec le monde politique ici. On a aussi beaucoup de politiciens, parce que moi je suis un extraterrestre à ce niveau-là, totalement un extraterrestre. Dans le sens où je viens d'arriver dans la politique, et je viens du monde extérieur, du monde indépendant.
La plupart des gens qui sont députés pour le moment, ils ont d'abord été attachés parlementaires quand ils sont sortis des études, et puis ils ont eu quelques mandats, des mandats dans des intercommunales ou dans d'autres choses, donc, et puis ils sont devenus députés. Donc ils n'ont connu que ce monde-là, et ils veillent à l'entretenir. Et les partis au pouvoir veillent à l'entretenir parce qu'il y a des paquets de gens sur les listes, notamment communales, provinciales, législatives. C'est des milliers de personnes qui sont sur les listes. Il faut les maintenir, ces gens. Il ne faut pas qu'ils deviennent indépendants, penser, et ils s'égayent dans tous les sens. Donc on leur donne ceci, on donne ceci à celui-là, ceci à ça, ceci à ça. Donc ils maintiennent des organismes qui permettent finalement de donner des compensations aux gens qui figurent sur les listes. Et qui alors vont être bien dociles et n'iront pas contrarier les présidents de parti et n'auront pas un avis indépendant qui vont sortir à un moment ou à un autre. Et donc, ça renforce bien ce que tu dis, ces gens qui n'ont pas nécessairement expérimenté, par exemple, le métier d'indépendant. Je ne dis pas que tout le monde doit passer indépendant avant d'être politicien, mais il est clair qu'il y a un fossé gigantesque Totalement. de compréhension de l'affaire, entre le pouvoir administratif et les indépendants. Oui. Et non seulement les indépendants, mais la société civile tout entière. Il y a vraiment une distanciation totale et on a un monde politique qui s'auto-entretient, qui essaye de se maintenir, de maintenir les organismes et de maintenir un peu tout. Le parti qui est peut-être le moins affecté, c'est la NVA. Ils sont nouveaux. Donc ils ont dû aller chercher des gens autres et là il y a plus d'indépendants. Il y a des démons chez eux qui sont totalement nationalistes et qui sont... Donc ils ont une plus grande liberté. C'est-à-dire que tous les autres sont un peu coincés. Et puis il y a un peu partout des politiciens qui sont indépendants, qui sont arrivés à la politique généralement après un certain temps, qui ont été élus, qui ne vivent pas de politique, qui savent vivre autrement et qui ont d'autres sources pour vivre et qui eux sont indépendants. Qu'on n'aime pas nécessairement dans les partis parce qu'ils n'obéissent pas bien. Parce que chez eux, je dirais dans mon cas, que peut faire un président de parti, que peut faire une direction de parti contre moi quand je déclare quelque chose. Ici, j'ai déclaré des choses qui me plaisent. Je parie que si mon président de parti actuel entendait ce que je déclare, il ferait des bons, il passerait au-dessus de la maison ici. J'espère qu'il pourra entendre. Oh, il peut entendre, il va faire des bons. Hein. Le but, donc, ici, c'est pas un tribunal pour un parti. Non, c'est généralisé. Mais je sais que... Comment il devient SDF qui se trouve dans la rue alors qu'il travaille. Oui, comment les gens qui travaillent deviennent SDF. Oui, tout à fait. Il y en a même beaucoup plus. Mais ici, je sais que s'il entendait certaines de mes réflexions, s'il les entendait, il fait des bons. Parce que... mais il ne saurait rien faire d'autre que faire des bons. Que peut-il faire contre moi? Rien. C'est ça qui fait... Mais je suis un des rares dans le cas. Parce que si j'étais... Tu t'accuses en diffamation. Mais non, c'est pas de la diffamation. Je critique un système, donc il ne peut pas le faire. Mais par contre, la plupart des gens et des élus, et des gens qui sont sur des centaines et des centaines de gens qui sont dans le cas. Et ces gens-là, si j'étais dans ce cas-là, avec ce que je viens de déclarer maintenant, je suis au chômage. Ça, c'est sûr et certain. Je viens de déclarer, ici, si ça passe, je suis immédiatement au chômage. Donc, tous ces gens sont soumis au système, qu'ils entretiennent parce qu'ils en vivent. Donc, c'est un cercle vicieux et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait des gens indépendants, des gens qui n'aient rien à voir avec la politique, qui se lancent en politique pour qu'à un moment, on fasse basculer le centre de gravité d'un Parlement. Et que ce ne soit plus tous ces gens qui entretiennent leur propre système, qui continuent à dominer, mais que le centre de gravité est basculé et qu'à partir du moment où il est basculé, on puisse enfin s'intéresser à ce qui est intéressant pour les gens. Donc, je reviens sur l'indépendant qui paye tout a priori et énormément d'indépendants qui tombent en faillite parce qu'ils n'ont pas été payés d'arrêt d'arrêt, parce que l'État leur ou le malheur que ça n'allait pas. Remboursement. Et puis, ils prépayent, ils sont remboursés quand ils sont en faillite. Ils ne sont plus à rembourser dans ce cas-là, parce que ce qu'ils doivent avoir comme remboursement est saisi. Donc, ces gens, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être une maladie, ça peut être
un secteur qui s'est un peu effondré, ça peut être un commerce qui ne fonctionne pas, parce que on ne peut pas être sûr quand on lance quelque chose que ça va fonctionner. Donc pour diverses raisons, ces gens se retrouvent en difficulté et se retrouvent très vite dans des situations absolument atroces. Pas nécessairement à la rue, mais malheureusement trop souvent. Et dans des situations dans lesquelles légalement ils ne savent plus s'en tirer. Parce qu'ils se retrouvent avec leurs dettes, une banque ne va plus leur prêter, contrairement aux États-Unis. Ils ont tout perdu. Et en plus, il y a les aspects psychologiques pour la personne qui va encore en affecter certains. Donc, on est dans une situation qui est inhumaine. Et je crois qu'il faut d'abord faire du préventif et puis essayer de voir comment on peut redresser ces gens-là. Parce que c'est nos forces vives. Il faut redresser ces gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue à qui il faudrait donner une seconde chance. Et leur dire, bon, on vous fait confiance. On va vous donner une possibilité de vous redresser avec ce que moi j'appelle une aide sociale émancipatrice. Leur dire, on vous aide et on fait un plan avec vous. De telle manière à ce que vous soyez logé, que vous ayez de quoi vivre, d'avoir le minimum au début, et on va voir comment, avec vous, on peut vous en sortir. Et ça, ce serait un rôle noble pour les CPAS, par exemple. On parle de saisie, etc. Oui. Tu parles de tout ICM, etc., les équivalents qui peuvent sauter, et les huissiers et le système ainsi mis en place C'est-à-dire qui récolte les fonds, qui se rémunèrent quand même comme... Tu sais, un huissier, quand il arrive pour dire ici, il va me taxer, enfin c'est le mot, 500. Et donc, du coup, quelque chose en stationnement, par exemple, j'ai eu le cas qui coûtait 16 euros. On se retrouve en fait à payer plus de... Oui, quelques centaines d'euros. Des centaines d'euros, quoi. Oui, oui, ben c'est les huissiers, il n'y en a pas beaucoup qui tombent en faillite. Il y a déjà eu des huissiers condamnés pour escroquerie. Il y en a un qui était très connu dans le milieu de la Formule 1. Mais en faillite, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'ils vivent sur le malheur des autres. Bon, la profession est nécessaire. Tout de même, ils vivent sur le malheur des autres. Mais avec des réformes qui changeraient le droit de faillite, en ayant un droit de continuité d'entreprise, on échange contre des actions. L'huissier aura encore des rôles de signification, mais dans ce cas-là, la saisie n'existerait plus. Donc on aurait réduit le besoin de saisie terriblement à ce qui est strictement où on ne sait plus faire autre chose. Donc il faut parvenir à réduire. Ce qu'il faut, c'est maintenir l'activité, essayer de la faire vivre, de la faire évoluer aussi. Alors, on va peut-être terminer sur un point qui m'a poussé à commencer les cours de droit, l'accès à la défense. Oui. L'accès à la défense, donc on avait parlé de nul n'est censé ignorer la loi, oui. Mais énormément d'indépendants, enfin je centre toujours sur les indépendants parce oui. que c'est le ça vaut pour les autres aussi. Les sans-abri en général, on en a parlé en général, mais ici je reviens sur les indépendants. Donc la complexité, je raconte une anecdote, je vais au tribunal, j'ai déjà été pour voir comment ça fonctionne, etc. Enfin, et expérimenter ça. Mais tu te rends compte que quand tu arrives en fait en tant qu'individu, tu t'assieds, donc tu signales que tu es là, tu t'assieds, tous les avocats arrivent, passent près de toi, vont chercher leur dossier, leur dossier. Et donc moi, la première fois quand je suis allée, que j'ai vu qu'ils allaient tous chercher le dossier, j'y vais aussi. Je dis au monsieur qui distribue, je peux voir mon dossier, il me dit non. Et donc, de son nom, moi, je m'assieds, je me dis, donc, en tant que moi, personne non avocat, je n'ai pas accès, donc, qui est indépendant, enfin, qui n'est pas pris de connes, si je peux dire ça comme ça. Tu ne sais pas avoir son morceau de papier là pour... C'est-à-dire que la procédure a pris le pas sur la réalité, sur le fond de l'affaire. Et on a des effets de procédure qui, finalement, favorisent les avocats. Et qui maintiennent aussi, c'est les corps constitués. Oui, c'est un corps constitué aussi, les avocats, qui maintient aussi son affaire. Les avocats sont nécessaires, mais quand on voit l'inflation d'avocats qu'il y a eu ces derniers temps, c'est énorme. La société devient terriblement juridique et devient très coûteuse pour celui qui veut se défendre. Parce que même si on dit que la justice, tout le monde a accès à la justice, c'est totalement faux. La justice est coûteuse. Il faut pouvoir se payer
les avocats, les experts éventuels dans certains cas. Je connais tout. Donc c'est vraiment des sommes absolument énormes Oui. que beaucoup de gens ne savent pas se payer. Il faut pouvoir se payer le délai pendant lequel on va décider. Donc là aussi, ça favorise les grands organismes et ceux qui ont des moyens importants. Par exemple, quelqu'un qui est en conflit avec une compagnie d'assurance, mais la compagnie d'assurance a finalement un avantage dans le conflit qui est terrible. La somme pour la compagnie d'assurance ne représente rien, pour la personne représente beaucoup. Le temps pour la compagnie d'assurance, c'est un gain. Pour la personne, c'est très important. Tu es sur la liste noire, la fameuse Oui. Assuraria. Pas nécessairement, mais quand on a un conflit, par exemple, avec une assurance, pas pour un paiement de prime, mais par exemple pour récupérer une somme que l'assurance doit suite à un sinistre, eh bien, on va attendre des années et l'assurance peut le faire patienter. À des avocats qui sont quasiment à demeure chez eux. Donc, il n'y a pas les frais. Les experts, même chose. Les experts éviteront d'avoir des trop gros conflits, même les experts de tribunaux et même les autres, avec les compagnies d'assurance, parce que les autres leur fournissent aussi du travail. Donc, on voit qu'il y a tout un élément qui fait que le simple citoyen n'est pas égal à certains organismes vis-à-vis de la justice. Et surtout que c'est excessivement coûteux et qu'on a judiciarisé des choses qui auparavant se réglaient à l'amiable sans aucun problème et beaucoup plus facilement. J'aimerais quand même qu'on termine sur quelque chose qui puisse rassurer aussi un peu les jeunes entrepreneurs, parce que s'ils entendent ce qu'on dit, ils ne vont pas entreprendre. Ils ne vont pas entreprendre. Or, je trouve qu'il y a ce manque d'accès à l'information, ce manque vraiment de connaissances. Comme si un jeune va aller à l'école, Oui. on va recadrer. C'est vraiment un grillage, les grillages. Il y a plusieurs choses. Ça commence à se faire dans les écoles. Et je fais parfois des conférences dans des écoles ou autres, donc des présentations où on leur explique. Donc là, il y a tout de même certains mouvements qui sont faits. Mais je crois que les jeunes, ce qu'ils doivent faire, c'est changer aussi. Les jeunes et moins jeunes. Je crois que tout le monde doit changer ce qui doit l'être dans notre société et la faire évoluer. Et je crois que c'est ça l'espoir, c'est de se dire que maintenant, on arrive dans une situation où on a une impasse. On est réellement dans une impasse. Et je crois que c'est le moment où il doit y avoir des très gros changements. Je crois que les changements en Grèce, c'est en train de se faire. Espérons qu'ils réussissent. Espérons réellement qu'ils réussissent. Je crois qu'il y a des changements en Espagne. Je crois qu'il y a des changements un peu partout en Europe. Les gens commencent à se rendre compte que le système doit être changé et qu'on doit... Oui, on est arrivé à une impasse, on est arrivé à une fin. Et je crois qu'en Europe, on doit se rendre compte et on doit oser maintenant bouger et changer le système. Et je crois que c'est là l'espoir. C'est de dire, on va changer, on va faire avancer les choses et on va se dire, oui, il y a des difficultés, il y a des murs, il y a des contraintes, mais les murs, les contraintes, il faut les abattre. Et je crois que ce qu'il faudrait, c'est un nouveau mai 68. Un nouveau mai 68 libérateur. Je crois que ça va bientôt faire 50 ans qu'on a eu. Et je crois qu'il faut relibérer la société au niveau de l'économie, au niveau de l'initiative, mais à tous les niveaux. Il y a de plus en plus de contraintes, de plus en plus d'interdits dans notre société. Je crois qu'il faut abattre ces contraintes, abattre ces interdits. Je crois qu'il faut une nouvelle révolution, un nouveau mai 68 libérateur. Et je crois que ça, c'est l'espoir pour les jeunes. Et je crois qu'on est arrivé à la situation dans laquelle soit notre société va continuer à s'effondrer, soit elle va se libérer. Et c'est là, moi, mon but, c'est de faire ce que je peux faire et de contribuer pour que cette société se relibère, mais pas uniquement au niveau économique, qu'elle se relibère au niveau social, au niveau de la liberté, au niveau de la liberté de penser, au niveau de la liberté d'expression. Qu'il y ait plus, qu'on diminue ces foutues contraintes et qu'on devienne une société qui continue sur la voie de la liberté et pas qui revient vers une voie qui est, tout compte fait, un peu liberticide. Et alors, imaginons que tu sois Premier ministre. Oui. Tu fais quoi de tous ces sans-abri, de ces SDF ou de ces, comment dire, il faut bien se dire... entre guillemets, enfin, j'utilise tous les termes. Pour, oui, mais il faut bien se dire, c'est qu'on ne saura pas tout solutionner du jour au lendemain. Et là, il est évident qu'on ne sait pas. Je crois que d'abord, éviter que des nouveaux ne retombent dedans. Je crois que ça, c'est déjà la première chose. Donc, redynamiser les choses. Aider ceux qui y sont en deuxième temps. Et je crois qu'il faut éviter. Pour le moment, on a quelque chose qui est en train de grossir.
Donc il faut déjà éviter que ça ne grossisse. Ce serait déjà un premier gain. Et je crois que ça, c'est possible. Mais il faut oser changer. Il faut oser bousculer beaucoup de choses. Et je crois qu'on va y arriver à bousculer. C'est ça qu'il faut faire. Mais il serait illusoire de dire qu'en un an, il n'y a plus d'SDF. Non, personne ne pourrait arriver à ça. Absolument personne. Mais il faut redonner espoir, éviter tout ce que j'ai dit et tous les dysfonctionnements de notre société qui tuent des gens, pour déjà diminuer les nouveaux. Et puis alors, se mettre, à partir du moment où on a réussi à faire ça, se mettre à monter une réelle politique qui soit émancipatrice. Et utiliser les outils qu'on a, les CPAS qu'on a, tous les organismes qui tournent autour, et dire on va fournir à ces gens des interlocuteurs et on va essayer de voir avec chacun ce qu'on peut faire et comment on peut faire un plan. Et cet espoir va permettre à un certain nombre de se redresser. Donc c'est vraiment une aide sociale émancipatrice. Une considération, en fait. Oui, et c'est redonner confiance aux gens. Ça ne marchera pas avec tout le monde.